Bonjour et bienvenue au 34e épisode de Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui, notre thématique, ça va être quels sont nos trucs pour apprendre à quelqu'un à jouer à un jeu. Donc les trucs pour le teach, comme ils disent en anglais. Avant de commencer, on va faire un retour rapide sur le duel qu'on a fait l'année passée. Donc, on approche du temps des fêtes et à cette époque, on avait discuté des jeux qu'on pouvait amener à notre party de famille. De mon côté, j'avais proposé les jeux Télestration et Concept, qui sont deux jeux assez polyvalents, assez faciles à sortir. Donc, Concept, c'est un peu un jeu de devinette où on a un plateau où il faut déposer des pions, des cubes, pour essayer de faire deviner quelque chose à notre équipe. Puis en fonction de si on réussit à le deviner ou pas, on fait des points. C'est un jeu qu'au final, j'ai pas ressorti très très souvent. C'est pas un jeu qui est très populaire dans mon cercle de jeux. Puis j'ai même voulu le vendre, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je partais pour dire, il me semble que tu t'en es débarrassé. Ou en tout cas, t'as essayé. Ouais, c'est ça. Bon, fait que j'ai essayé de m'en débarrasser, finalement. J'en suis pas venu à bout. Donc, c'est ça. J'y ai pas vraiment rejoué. Puis si j'avais à refaire le duel, peut-être que j'irais dans la même ligne que Sam avec un de ses jeux. Je vais le laisser le présenter tantôt. Puis sinon, le jeu Télestration, là, celui-là, ça reste, à mon avis, une formule gagnante. Souvent dans des parties qu'on faisait entre collègues de travail, c'était facile de le ressortir, puis on l'a fait même sans avoir une copie physique du jeu, juste en prenant des feuilles de papier, en dessinant dessus. On pouvait s'improviser une copie du jeu. Donc c'est ça, Télestration, c'est un peu le dessin le téléphone. arabe. Ouais. Le fax arabe. Le jeu du téléphone, mais avec des dessins. Fait que c'est tout visuel. Vous pouvez jouer avec des sourds. Oui, c'est toujours surprenant à quel point notre imagination peut dérailler. Donc on a souvent c'est qu'on va avoir soit devant nous une phrase, en fait quelque chose qu'il faut dessiner, ou on a un dessin puis il faut deviner c'est quoi. Puis à la fin on fait tourner les calepins comme ça avec les dessins puis les phrases. Et lorsqu'on retourne à notre calepin, on passe au travers pour voir comment est-ce que le message est passé ou à quel point il a été déformé. Selon les gens avec qui vous jouez, ça peut virer assez croche. Fait que c'est toujours très très drôle. Donc je le recommande toujours. Cool. Moi de mon côté, j'avais parlé de Codename. Je pense que c'est un jeu qui a pas vraiment besoin de présentation, là. C'est un jeu de mots en équipe où on essaie de donner des indices pour faire deviner une série de mots à nos coéquipiers sans qu'ils devinent les mots de l'autre équipe. Comme j'ai mentionné dans l'émission, moi, ma partie préférée de ce jeu-là, c'est quand c'est l'autre équipe qui devine. Je dis des niaiseries pour les déconcentrer. Je pense que c'est tout le fun à avoir avec Codename. Ouais, puis ça a l'air fou là, mais faut être stratégique dans nos niaiseries parce que des fois on peut influencer l'autre équipe dans la bonne réponse. Ouais, c'est ça. Puis sinon, j'avais parlé de The Crew. Excellent jeu de levée, coopératif. Je joue encore beaucoup à The Crew, je le sors régulièrement, c'est mon filler par excellence, je pense. Que ce soit le premier ou le deuxième, les deux sont excellents. Là. Le premier, on a fait la campagne au complet, le deuxième, c'est en cours. Là. Ça dépend toujours avec qui tu joues. Des fois, on recommence à des niveaux plus bas, mais quand c'est moi, Vince, puis Ariane, souvent je vais noter jusqu'où on s'est rendu, puis là, on va continuer, puis éventuellement, on va en venir à bout. C'est un jeu super facile à montrer aux gens qui connaissent déjà les jeux de levée. Ceux qui connaissent pas ça, ça va peut-être être moins accessible, mais en tout cas, moi, dans ma famille, les jeux de levée, c'est quand même de quoi de répandu puis qu'on joue souvent, donc facile à prendre en main quand on connaît déjà ce concept de base-là. Ouais. Personnellement, si on a acheté un des deux, je conseillerais vraiment le deuxième parce qu'on a plus de variabilité dans les missions. Puis même quand, dans le fond, on refait la campagne, dans le fond, on va avoir des missions différentes. Vu que c'est un deck de cartes qui détermine c'est quoi les objectifs de chaque mission.
Il est un petit peu plus compliqué à expliquer, par exemple. C'est sûr qu'il y a des défis qui sont un peu plus poussés, mais je trouve qu'il vaut la peine. Là. Je le Ouais, trouve non, je suis vraiment bien. d'accord. Le deuxième est meilleur que le premier, mais je pense que je conseillerais quand même de commencer par le premier. Mais bon, un ou l'autre, vous vous tromperez pas. Puis sinon, c'est ça, comme jeu de party qu'on a joué cette année, en fait, très récemment, Top 10, j'en ai déjà parlé dans une autre émission. Avec ça non plus, on se trompe pas. Ça, comme le téléphone, comme le téléphone, comme Télestration, ça peut dégénérer assez vite, puis c'est toujours divertissant. Le petit jeu Top 10 que j'ajouterais en plus de ceux qu'on a déjà parlé. Oui. Puis ce qui est comique, en fait, je pense que c'est plus drôle quand on s'entend pas, quand on n'est pas d'accord. On a eu une drôle de discussion la dernière fois sur à quel point est-ce que c'était surprenant ou inattendu ou mémorable d'avoir Loco Locas comme au spectacle de la Saint-Jean versus U2 ou Pink Floyd ressuscité. Fait que c'est vraiment ça peut vraiment aller vers n'importe quoi, puis c'est vraiment drôle. Donc ça fait le tour pour le duel de l'an passé. On va maintenant passer au jeu qu'on a joué récemment. Donc, il y a pas longtemps, moi et Sam, on a pu essayer un jeu en primeur, le jeu Challengers, qui est sorti, qui va sortir, ou qui est sorti cette année, qui est sorti, je pense, rendu à cette date-ci. Je sais pas s'il est officiellement sorti, mais en tout cas, ça s'en vient. Ouais, on n'est pas loin. Il est sorti en Europe, en tout cas, au Québec, je sais pas. Fait que c'est un jeu qui a été designé par Johannes Krenner et Marcus Slawicek. Je suis pas certain de la prononciation pour faire changement. Il a été publié aux éditions One More Time Games. Donc, Challengers, on pourrait peut-être décrire ça comme étant un tournoi de bataille. Ouais-ish. Pas tout à fait de la Mais, bataille, mais ça ressemble. Puis il y a un peu de deck building aussi. ouais. Mais c'est pas un deck building classique non plus. Non. C'est un jeu qui mérite à être joué à vraiment beaucoup de personnes. Là. C'est ça qui rend, je pense, l'expérience la plus intéressante. Officiellement, il est de 1 à 8 joueurs, je pense. Mais moi, je l'essayerais pas en bas de 6. Ouais, non. 6 ou 8, je pense que c'est le meilleur nombre. Parce que chaque joueur a un paquet de cartes. Tout le monde commence avec un paquet similaire. Puis au fur et à mesure que la partie va avancer, on va pouvoir remplacer, ajouter des cartes, puis en jeter d'autres pour vraiment construire un petit deck de cartes qui à peu près qui va varier entre 7 et qui va être autour d'une quinzaine de cartes. Donc c'est ça. Donc chaque joueur sont placés en paires de joueurs dans le fond qui vont tous les deux s'affronter. Donc on va jouer une carte, le joueur qui commence va jouer une carte. L'autre joueur doit rajouter des cartes pour dépasser la valeur de son opposant. Fait que si, admettons, je joue contre Sam pour ce tournoi-là, je mets un 3. Sam met une carte, c'est un 1. Il doit mettre après ça une autre carte qui pige, en fait, de sa pioche pour égaliser ou dépasser 3. C'est ça. Puis nos cartes de départ, dans le fond, c'est juste des cartes 1, 2, 3, 4, je pense. Toutes les cartes qu'on peut ajouter vont avoir comme un suit puis un effet souvent. Un effet qui peut s'appliquer soit quand on la joue, soit quand notre carte est défaussée, ou même des fois quand on l'achète, la carte, puis pas qu'on l'achète, mais qu'on la rajoute à notre deck. Fait que, au début, ça a l'air de rien, là, même après le premier tour, moi, j'étais comme, c'est donc ben n'importe quoi ce jeu-là, c'est plate, on fait juste virer des cartes, puis c'est totalement random. Mais en fin de partie, quand c'est rendu notre 6-7e confrontation, là, on a comme construit notre deck, rajouté des cartes qui peuvent avoir des synergies entre elles. On a des effets, des combos un peu plus cool, puis comme c'est moins juste du hasard, tu sais. Ouais, c'est ça, parce que le secret, c'est de bien construire son deck, puis c'est de pas avoir une trop grande variété de cartes, parce que il y a deux façons de perdre une manche. C'est soit on vient à bout de notre deck de cartes puis on peut plus en piocher, soit on a accumulé plus de 6 cartes différentes dans notre défausse. Puis là, ça fait qu'on perd. Fait qu'il faut un peu réfléchir à, OK, je vais essayer d'avoir des cartes, pas trop de cartes différentes, mais faut quand même qu'ils synergisent, puis il faut quand même que j'aie assez de cartes pour pas mourir au bout de mon deck. Puis chaque confrontation est super rapide, là, ça dure 2 minutes à peu près, là, fait
une partie complète, c'est quoi? C'est 30 minutes, 45 minutes peut-être? Maximum, là. Puis tu sais, là, on était 6, puis on s'était fait expliquer les règles, puis tu sais, il y a eu un peu de taponnage à certains moments, mais sinon, c'est ça, c'est vraiment rapide. Fait que c'est ça, fait que c'est un jeu qui est intéressant, je pense, en gros party, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens, puis qu'on peut pas sortir des jeux trop lourds. Mais c'est ça, c'est un jeu que je jouerais pas en étant peu nombreux, parce que ça perd un peu de son attrait. Ouais, c'était cool le petit aspect tournoi, là, tu te promènes, tu changes de place, t'affrontes quelqu'un d'autre à chaque fois, puis il y a un ou deux joueurs que tu vas peut-être te repogner pour une revanche, puis là, à la fin de tout ça, les deux joueurs qui ont eu accumulé le plus de points s'affrontent dans la finale avec toutes les autres qui cheers à côté, puis qui... Ouais, l'ambiance est bien, mais c'est ça, c'est pas un jeu. Non, c'est pas super stratégique, mais en même temps, c'est pas super long non plus, fait que c'est un bon filler plus, si on veut. Ouais. Donc, c'était le jeu Challengers. On remercie David de nous l'avoir fait essayer, puis on le salue. Oui, salut David. Maintenant, on va passer à un jeu qu'on a essayé récemment aussi et qui est un peu plus, qui demande un peu plus de brain power. Donc, on a essayé le jeu Turing Machine, qui a été designé par Fabien Gridel et Johan Levet, publié aux éditions du Scorpion Masqué et des Amis québécois. Ouais, c'est un jeu qui a fait fureur à Gen Con l'été passé. Puis on peut comprendre pourquoi la production est vraiment top-notch, là. Dans le fond, c'est un jeu de déduction logique basé sur l'espèce de décodeur de Monsieur Turing là, si vous avez vu le film The Imitation Game, là, donc c'est une espèce de machine qu'il avait inventée pour décrypter les messages des nazis. Exact. Donc dans ce jeu-là, tous les joueurs essayent de trouver un code de 3 chiffres. Les chiffres peuvent aller de 1 à 5. Puis dans le fond, on va à chaque ronde décider un code qu'on veut essayer. Puis là, le jeu va nous proposer une série pas vraiment d'équations, mais de conditions. Ouais, ou de postulats. Dans le fond, combien de 3 il y a dans le code? Est-ce que la somme de tous les chiffres est paire ou impaire? Ou ce genre de trucs-là. Puis là, dans le fond, on va décider laquelle de ces conditions-là on veut tester. Puis là, on va prendre, dans le fond, on va faire notre code avec les espèces de feuilles de papier clippées, là, comme les vieilles feuilles d'ordinateur là, de l'époque. Là. Puis les vieilles punch cards. Là. Ouais, c'est ça, exact. Puis on va superposer les 3 feuilles qui correspondent à nos 3 chiffres. Là. Mettons qu'on a un 1 comme premier chiffre, un 2 comme deuxième chiffre, puis un 3 comme troisième chiffre. Ben, on va prendre ces 3 feuillets-là, les superposer ensemble. Puis là, après ça, on va les placer sur la carte de la condition. Dans le bon sens, hein, Vincent? Ouais, ça peut affecter le résultat si tu les places pas dans le bon ordre, ça a l'air. Fait que c'est ça. En superposant ces 3 feuilles-là, dans le fond, les petits punch-out sont faits de façon qu'il y a juste un trou qui va au travers des 3 feuilles. Puis là, en plaçant ce trou-là au bon endroit sur notre feuille réponse, ça va nous donner soit un crochet, soit un X. Fait que là, ça veut dire que notre code, dans le fond, si notre code respecte la condition puis qu'on a un crochet, ça veut dire que le bon code respecte aussi cette condition-là. Puis à l'inverse, si notre code ne respecte pas cette condition-là, puis qu'on a un X, ça veut dire que le vrai code va le respecter. Je le dis-tu comme faux? C'est comme... En fait, c'est que ça dépend. Ouais, c'est ça, hein. C'est pas... C'est que quand on va valider notre code, si faut que notre code, dans le fond, respecte une condition qui est sur la carte de test, puis on valide si le vrai code se comporte comme le nôtre. Ouais, c'est ça. Fait que si on a le bon code, c'est sûr qu'on aura un crochet. Puis on devrait avoir un crochet à toutes les questions qu'on va poser. Mais si c'est pas le cas, ben là, on va avoir soit un crochet, soit un X. Puis là, dans le fond, à chaque round, notre code, on le teste sur 3 questions. Puis après ça, il faut aller déduire avec les informations que ça nous donne quel chiffre là-dedans qui était bon, lesquels qui étaient pas bons.
qu'est-ce qu'on devrait aller essayer au prochain round comme code, puis quelles questions on devrait poser aussi, parce qu'on va avoir entre 4 et 6 questions possibles à chaque round. On peut juste faire 3 tests. Puis même des fois, on peut vouloir en faire moins, parce que le but du jeu, c'est quand même de trouver le code le plus rapidement possible. Donc si 2 personnes le trouvent au même round, la personne qui a posé le moins de questions va gagner. Donc certains rounds, ça peut valoir la peine de poser juste 1 ou 2 questions plutôt que 3. C'est ça. Puis c'est aussi touché. Tu sais, l'idée, c'est d'essayer de faire un code qui va nous permettre de vérifier plusieurs hypothèses en même temps pour maximiser l'entrée d'informations qu'on peut faire. Ouais, fait que vraiment, si vous aimez les petits jeux de déduction, les jeux de logique, tu sais, comme les sudoku, par exemple, ou c'est ce genre de trucs-là, celui-là, il est vraiment bien fait. Puis comme j'ai dit, là, le matériel, il est top-notch. La façon que les punch cards, ils s'alignent, puis tout ça, avec les questions-réponses, c'est vraiment du beau travail d'ingénierie. Là. Chapeau aux gens de Scorpion Masqué pour ça. Là. Ah, clairement, là, moi j'étais impressionné parce qu'au final, les cartes sont faites qu'il y a vraiment, peu importe la combinaison, on a juste un carré qui est duquel on peut voir, puis que toutes les règles mathématiques soient respectées avec les différentes cartes tests, là, c'est vraiment impressionnant. Ouais, ça aurait facilement pu être juste une application, là. Mais comme qui se soit donné la peine d'avoir tout le matériel physique puis que ça marche, c'est vraiment cool. Ouais. Donc c'était Turing Machine de Fabien Gridel et Johan Levet et publié chez Le Scorpion Masqué. Donc on va progresser dans la complexité. Mais on va faire un retour dans le temps parce que c'est la même soirée qu'on a essayé Challengers, c'est-à-dire à la soirée des Patreons de l'équipe de Professeur Board Game. Une soirée haute en couleurs et en rebondissements ludiques et avec quelques anecdotes assez épicées et chaudes. Oui, je pense que... Ouais, moi je voulais surtout faire référence au fait que les pompiers sont débarqués à cause d'une alarme de feu, mais... Oh my god, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Moi je pensais juste aux jokes sur le... Non, ça je veux pas en parler. Moi je voulais parler de l'alarme de feu et tout ça, mais je pense que il y a une bonne partie de nos auditeurs qui écoutent aussi le podcast du Board Game Presque Parfait puis qui ont déjà entendu tout ça. Donc, on va passer à Brian Boru, High King of Ireland, désigné par Peter Sylvester et publié chez Osprey Games. Donc, Brian Boru, c'est un jeu de majorité mélangé avec du trick-taking ou des jeux de levée. C'est un peu tiré par les cheveux selon moi, mais il y a quand même une mécanique qui ressemble au jeu de levée. Ouais, parce que dans le fond, c'est que à chaque tour, on va jouer une carte, puis il y a 4 couleurs. Ouais, 4 couleurs, c'est vrai. 3 couleurs plus un atout. Puis, c'est pas vraiment un atout, plus comme une carte qui peut être de n'importe quelle couleur, en fait. Ouais, c'est frimé. Puis souvent, c'est des cartes qui vont avoir des pouvoirs un peu spéciaux. En fait, toutes les cartes ont des pouvoirs, c'est ça. C'est que les cartes ont une valeur, une couleur, puis 2 effets possibles. Un effet possible si on remporte la main, puis un effet possible quand on perd la main. Puis quand on la perd, en fait, on a même un choix à ce qui va se passer. On a toujours 2 options. Ouais, c'est vrai. Fait que dans le fond, mettons que c'est mon tour, c'est moi qui a la main, qui doit jouer une carte en premier. Ce que je vais faire, c'est que je vais décider d'un territoire qu'on va se disputer avec cette main-là, qui peut être un territoire n'importe où sur la carte, qui est comme qui est disponible. Carte de... Ouais, c'est ça, qui est disponible, évidemment. Puis si c'est un territoire, dans le fond, les territoires ils ont 3 couleurs, jaune, bleu, rouge. Ben si c'est un rouge que je veux qu'on se dispute, ben je dois ouvrir la main avec une carte rouge. Ou une frime. Puis là, à tour de rôle, les autres joueurs vont jouer une carte. On n'est pas obligé de fournir, même si on a des cartes de la bonne couleur. Par contre, si on fournit pas, c'est sûr qu'on va pas gagner la levée. Mais des fois, ça nous arrange de pas gagner la levée. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que, comme j'ai dit tantôt, toutes les cartes vont avoir un effet quand on gagne ou quand on perd la main, mais plus le numéro sur la carte est élevé, plus l'effet quand on gagne est moins intéressant. Parce que dans le fond, ça va pas tout le temps être de gagner
le territoire qui est disputé, mais si c'est des cartes vraiment plus basses, mais en plus de gagner le territoire, on va peut-être gagner des ressources ou gagner autre chose. Versus que quand c'est des cartes hautes, mais là, on va peut-être être obligé de payer de l'argent pour prendre le territoire. Fait que c'est ça, fait qu'il y a un coût à sortir les grosses cartes, fait qu'il faut un peu gager qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vraiment ce territoire-là? Est-ce que ça vaut la peine de dépenser des ressources? Ou on y va un peu plus nonchalamment, puis se dire, bon ben, peut-être que je vais gagner, fait que je vais prendre une carte qui, si jamais je perds, peut me donner des récompenses intéressantes pareilles. Ou à la limite, dire, bon ben, faut que je jette des cartes de ma main. Je sais que je vais perdre, mais au moins je vais savoir, je vais pouvoir choisir ce que je vais en sortir. Parce qu'on on a une main assez limitée, dans le fond. Il va toujours nous rester seulement une carte à la main à la fin des manches de levée. Fait qu'on n'a pas beaucoup de jeux. Choix. Ouais, c'est ça. On va avoir 5 cartes dans la main, puis on va faire 4 levées, tu sais. Puis, des fois, c'est intéressant de perdre parce que plus ta carte a une valeur élevée, plus la récompense quand tu perds est intéressante aussi. Fait que même si c'est comme ta carte la plus forte bleue, ben, des fois, tu peux la passer sur une main rouge juste pour avoir la grosse récompense qui est en dessous, tu sais. Ou juste pour pas gagner avec cette carte-là parce que t'es pas capable de te permettre de payer le coût qui est associé si tu gagnes, tu sais. Exact. Puis c'est ça. Fait qu'on a ces levées-là qui vont se faire pour déterminer c'est quoi qui va déterminer la prise de territoire. Mais on a aussi 3 autres pistes à gérer. On a la piste du mariage. À la fin de chaque round de 4 levées, la personne qui est le plus haut sur cette piste-là va pouvoir se marier. Puis dans le fond, c'est quand on va récupérer la carte du mariage, on va avoir des récompenses différentes en fonction de ce qui est dans le paquet. Dans le fond, au début de la partie, on pioche 3 cartes, puis on a une carte qui va toujours être là, qui est la dernière, qui est la princesse du Danemark. Fait qu'on va avoir tout le temps une pile mariage qui va varier d'une partie à l'autre. Mais qu'on voit au début du round, ça va être quoi? Fait que on peut s'investir en sachant qu'est-ce qu'on va gagner si on gagne. Oui. Puis si jamais on gagne pas, on peut quand même avoir des récompenses pour avoir progressé sur cette piste-là. Ouais, ça c'est quand même de quoi qui est assez cool puis qui est pas mal récurrent sur toutes les pistes, c'est que même si on gagne pas, mais on a des petits bonus. Puis en plus, le gagnant, il va perdre toutes les ressources qu'il a mis sur cette track-là. Dans le fond, il va retomber au début s'il a gagné. Puis les autres vont rester où est-ce qu'il était monté. Fait que si tu finis deuxième, tu vas être en bonne position pour être premier au round d'après, tu sais. C'est ça, puis tu auras pas eu la grosse récompense, mais tu vas quand même avoir eu quelque chose en retour qui peut peut-être t'aider encore plus par la suite. Donc on a la piste du mariage, on a aussi la piste des Vikings. Pour ce qui est des Vikings, c'est que lorsqu'on va jouer des cartes, il y a des récompenses des fois que c'est des haches qui nous permettent d'enlever des jetons Vikings sur la carte des Vikings. Et à la fin des 4 levées, les Vikings attaquent celui qui va avoir battu le moins de Vikings. Puis ça peut être en reste dessus. Parce que si tout le monde se garage dessus, on peut vider la carte, puis là, ça arrivera pas, tu sais. Exact. Puis dans le fond, la personne qui va, admettons, s'ils sont battus, la personne qui va avoir récolté le plus de Vikings va avoir un bonus, le deuxième va avoir un bonus un peu moins fort. Mais si jamais on bat pas les Vikings, la personne qui va en avoir combattu le moins va perdre une de ses villes au profit des Vikings. Fait que on veut pas être le dernier à aller battre les Vikings, mais c'est aussi assez difficile de vraiment s'assurer que tous les Vikings soient battus parce que souvent ils ont beaucoup de jetons dessus. Puis finalement, la dernière track, c'est la religion, qui va nous permettre, quand on est premier dessus, de booster nos villes, de construire des monastères. Donc, les villes qu'on va déjà avoir pris avec les levées, on va pouvoir les booster, puis ils vont compter double pour la majorité de chacune des provinces, dans le fond. Parce que la carte, c'est différentes provinces, puis chaque province va contenir plus ou moins de villes. Puis là, plus les provinces sont grosses, plus ils valent de points si on est la personne qui a le plus de villes dans cette province-là à la fin de la partie. Fait qu'on a tout ce jeu de majorité-là qui se joue, mais aussi majorité sur les tracks. Puis tout ça va être interrelié dans le fond, parce que les monastères vont nous protéger des Vikings,
le fait de battre les Vikings peut nous aider à nous donner des ressources pour aller jouer sur les autres pistes. Même chose avec les mariages. Fait que c'est comme tout ça sert au jeu de majorité, puis le jeu de majorité dépend aussi des récompenses de ces 3 pistes-là. Fait que je trouve que c'est bien ficelé, bien interrelié. Tu peux pas tout faire. Faut que tu choisisses tes batailles, que tu focuses sur ce que tu trouves qui est le plus important à ce moment-là. Mais en même temps, quand tu réussis bien, ça va t'aider pour les autres affaires aussi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, je trouve que ce qui est le fun, c'est que t'as toujours aussi l'impression de pouvoir faire quelque chose d'utile. T'es jamais totalement perdant dans ce qui va se passer. T'as toujours une option intéressante, je trouve. Puis ça, j'ai bien aimé ça, parce que même si, admettons, tu pensais gagner cette main-là, puis tout ça, tu peux souvent, avec les cartes, ben dans le fond, c'est les récompenses de défaite, trouver ton compte, puis réussir à quand même faire progresser ton jeu. Ouais, puis tu sais, contrairement à ben des jeux de levée, t'es jamais comme forcé de jouer une carte, même si ça te tente pas de la jouer, tu sais. Vu que t'es pas obligé de fournir la couleur, c'est comme moins restrictif. Puis comme tu dis, quasiment aussi souvent que tu veux gagner, tu veux la perdre, parce que des fois c'est des villes qui t'intéressent pas du tout, mais là t'essayes juste d'aller chercher la meilleure récompense que tu peux sans gagner la main. Fait que tu sais, c'est l'ordre du tour est quand même important aussi, parce que si tu joues ta carte en dernier, justement, tu sais absolument pour sûr si tu vas gagner la main ou pas, tandis que si tu joues plus en premier, des fois t'es comme t'es moins certain, fait que tu sais pas trop cette carte-là gagne perd, pas sûr. Je trouve aussi bien d'en mettre une qui va me donner quoi de bon, peu importe, tu sais. Mais il y a toujours moyen de tirer son épingle du jeu, même si ça se déroule pas exactement comme tu voulais. Exact. Puis c'est ça. Puis il y a un bon niveau de stratégie. Tu sais, il y a pas vraiment, il y a pas ben de hasard. C'est Ben, intéressant, la mécanique de levée. Tu sais, le seul vrai hasard, c'est les cartes qui vont être piochées pour la piste du mariage, puis les cartes de Vikings qui sont piochées. Sinon, c'est de les cartes dans tes mains. l'incertitude. Ben, c'est Ah, du hasard aussi, là. mais c'est un Ta draft. main de carte. Oui, il y a un draft, mais quand même, On n'a même pas c'est... parlé en plus du draft, parce que c'est vrai, en plus. Tu draftes ta main de de- départ. Ouais, tu draftes ta main de 5 cartes, mais dans le fond, t'en reçois 5, t'en gardes 2, tu passes le reste. Après ça, t'en gardes 2, puis t'en reçois une que t'as pas le choix, tu sais. Fait qu'il y a quand même un peu de hasard là-dedans. Ouais, mais Parce que tu peux recevoir 5 cartes au début qu'il y en a aucune qui t'intéresse, ou à l'inverse, 5 qui t'intéressent, puis tu peux juste en garder 2, tu sais. ouais. Mais il y en a pas tant que ça. Non, non. Puis comme tu dis, beaucoup d'incertitudes parce que tu sais pas qu'est-ce que les joueurs vont décider de choisir comme ville pour les qu'on va se disputer, tu sais pas quelle carte ils vont jouer. T'as une petite idée de qu'est-ce que tes voisins peuvent avoir parce que tu leur as passé ces cartes-là, mais c'est à peu près ça, là. Ouais. Mais c'était bien intéressant comme jeu. Donc, petit rappel, c'était Brian Boru, High King of Ireland. De Peter Sylvester et Osprey. Ah, puis je voulais dire aussi, je trouvais que l'esthétique, il me faisait beaucoup penser à Inish, espèce de thématique irlandais dans les dessins. Je trouvais ça. En fait, pendant un temps, je pensais que c'était la même personne qui avait fait les dessins. Finalement, non, c'est vraiment un style Ouais, similaire. un style médiéval irlandais. Donc maintenant, on va arriver à notre plat principal, qui aujourd'hui est une simple discussion sur quels sont nos trucs pour apprendre à quelqu'un à jouer à un nouveau jeu. Ouais, ben je me disais avec le temps des fêtes qui arrive, des fois on ramène des jeux, on essaie de les montrer, ou même au quotidien dans notre groupe. Si vous écoutez un podcast ces jeux, il y a des bonnes chances que souvent c'est vous qui êtes la personne qui va expliquer le jeu au groupe. Puis je trouve que c'est un rôle qui est un peu ingrat puis sous-estimé là. Première chose que je dirais sur le sujet, c'est vous devriez toujours remercier la personne qui vous a expliqué le jeu après une partie parce que c'est pas toujours facile à faire. Tu sais, faut bien comprendre les règles, faut souvent aussi les redigérer pour les simplifier, tu sais, qu'on puisse être capable de jouer sans avoir à passer 45 minutes, 1 heure à lire le manuel.
Fait que c'est quand même, ça demande quand même un certain effort, synthèse d'informations pour la personne qui explique. Ouais, vraiment. Puis je pense que le meilleur truc qu'on peut donner, c'est la pratique. Là. Il y a personne. Ben, peut-être qu'il y en a, là, mais ça se peut que ça vienne pas naturel au début ou que la première fois que vous le faites, c'est plus shaky, avec moins d'assurance, mais tu sais, c'est pas grave. Les gens sont là pour s'amuser. La plupart du temps, les gens sont compréhensifs, là. Sinon, trouvez-vous d'autres joueurs, là. Ou vous leur direz à eux d'aller lire le manuel puis de l'expliquer après. Ouais, c'est ça. En plus, selon les jeux, le niveau de complexité peut être assez intense, là, quand on a des jeux qui ont beaucoup de règles pointilleuses, tu sais, ça peut devenir difficile de savoir par où commencer, vers où aller, puis est-ce qu'on explique toutes les cas de figure étranges qui peuvent arriver au début de la partie, où on se met plus à y aller cas par cas en cours de partie. Tu sais, c'est des décisions qu'il faut prendre quand on apprend à jouer à quelqu'un. C'est pas facile. Ouais, moi ce que j'essaie de faire, c'est que je vais donner un petit overview thématique du jeu. Là. Mettons, on est des marchands dans la Méditerranée à l'époque romaine, puis on va compétitionner pour avoir le meilleur commerce, blablabla. Bla, bla. Après ça, rapidement, je vais essayer de dire c'est quoi le but du jeu, comment on gagne. Souvent, ça va être la personne qui va faire le plus de points à la fin de la partie va gagner. Comment est-ce qu'on fait les points? Puis là, expliquer brièvement ça va être quoi les principales sources de points. Puis après ça, y aller vraiment, il va y avoir tant de rondes. À chaque ronde, à notre tour, on a telle option. Puis là, après ça, décortiquer chacune des actions qu'on peut faire, par exemple, une par une. Puis là, faire des exemples, pointer des choses sur le board. Souvent, utiliser les aides de jeu, ça peut aider parce qu'il va y avoir des illustrations qui vont aider aux explications. Donner des exemples. Puis un truc que j'ai vu quelque part, je pense que c'est Quinn de Shut Up and Sit Down qui disait ça, c'est quand il donne des exemples, il va nommer les joueurs. Plutôt que de dire, mettons, si on fait telle affaire, il arrive ça, ben je vais dire si Vincent attaque tel joueur. Tu sais, j'essaie d'impliquer les joueurs dans l'explication, tu sais, pour les garder aux aguets. Ouais, qui reste à l'affût. Moi, à ça, j'ajouterais aussi un truc que j'aime bien, c'est de faire un tour de pratique. Tu sais, où est-ce qu'on peut faire, c'est sûr que si les tours prennent une demi-heure, on y va pas jusqu'au bout, mais c'est de faire un petit tour de pratique pour que tout le monde sache un peu comment s'aligner puis comment se déroule un tour complet. Puis ça laisse une chance, dans le fond, à tout le monde de faire sa première petite erreur, de dire, admettons, de placer une carte finalement que tu pouvais pas placer là parce que X ou Y raison. Puis ça permet à tout le monde de peut-être plus visualiser puis de vivre, dans le fond, l'expérience d'un tour puis de comprendre comment ça se passe. Ouais, sinon, une chose qui est importante, c'est de bien soi-même connaître les règles. Fait que si c'est un jeu que ça fait plus longtemps qu'on n'a pas joué, peut-être de relire vite les règles la veille ou la journée même avant de commencer à jouer, juste pour se rafraîchir la mémoire un peu. Quitte à ce qu'à un moment donné, on a un truc un peu plus fiddly, au moins être capable de pouvoir rapidement le retrouver s'il faut absolument aller vérifier dans les règles, là, histoire de se repérer dans le manuel. Ouais. Puis je pense que tu sais, moi j'aime mieux apprendre un jeu en lisant le manuel qu'en regardant une vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent l'inverse, mais même si j'apprends un jeu avec une vidéo, je vais au moins aller après feuilleter le livret de règles pour au moins savoir qu'est-ce qui est où. Comme ça, si la question se pose pendant la partie, ben je sais à peu près où chercher pour trouver la réponse, tu sais. Ouais, non, c'est ça, c'est bien. Moi, tu vois, j'ai un peu l'approche hybride. Je vais toujours lire le manuel, puis après, je vais écouter quelqu'un, je vais regarder une vidéo qui synthétise les règles pour un peu confirmer si j'ai bien compris. C'est normalement, je devrais être capable d'interpréter les règles à peu près de la même façon que quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est un peu c'est un peu le barème souvent que j'utilise pour savoir si je me sens prêt à expliquer un jeu puis si je maîtrise assez bien les règles. Ouais, puis quand c'est des jeux vraiment complexes,
ça peut valoir la peine d'envoyer des vidéos de règles à tous les joueurs. Si on sait d'avance, mettons mercredi prochain, on joue à tel jeu, on joue à barrage par exemple, ben ça peut être bon d'envoyer le vidéo à tout le monde, qu'ils puissent le regarder s'ils veulent, puis au moins quand, en leur disant vous êtes pas obligé de tout retenir, mais au moins quand je vais donner mon explication, ça va aller mieux si vous avez une petite base, puis que quelques points de repère qui peuvent être pendant l'explication des jeux plus lourds, tu sais. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va vouloir le faire, mais tu sais, des fois, ça peut donner un petit coup de pouce. Ouais, surtout si c'est ça, on touche à des jeux très très complexes, c'est mieux pour tout le monde. Puis ça peut permettre aussi des fois de, tu sais, si c'est dense en termes de règles, ça permet à d'autres joueurs de peut-être corriger même certaines explications parce qu'ils vont avoir interprété la règle un peu différemment ou vont trouver des mots différents pour l'expliquer peut-être un peu mieux. Mais sinon, c'est ça, la pratique, là, c'est d'expliquer, plus qu'on explique de jeux, plus ça devient facile de les expliquer. Souvent, moi, quand j'apprends un nouveau jeu, la première fois que j'y joue, je vais essayer de jouer soit en solo ou à deux avec ma copine, parce que là, tu sais, je suis moins gêné, mettons, d'interrompre la partie puis d'aller fouiller dans le livre de règles. Quand c'est juste nous deux, tu sais, ou quand je suis tout seul, tu sais, je fais pas perdre de temps à beaucoup de gens, tu sais. Fait que c'est d'avoir une première partie, ça facilite l'intégration des règles, parce que tu sais, c'est arrivé plusieurs fois là, que j'ai lu un livret que finalement on n'a pas joué au jeu, puis là 2-3 semaines après on décide qu'on veut y rejouer, ou même 1 mois ou 2 mois après finalement on va peut-être jouer à ça en fait, c'est vrai que là genre lis le livret de règles, finalement on joue toujours pas, puis comme on dirait qu'à chaque fois tu repars de zéro quasiment. Ouais, parce que quand t'as joué une fois au moins, tu sais, le fait de voir la partie se dérouler pis tout ça, c'est là que tu vois les petites exceptions, comment certaines choses vont interagir entre elles ou des trucs comme ça, là. Fait que de jouer en solo, ou même des fois, je sais qu'il y en a qui le font, là, moi je l'ai jamais fait, mais qui vont setter le jeu comme une partie à 2 ou 3 joueurs, puis qui vont comme faire un tour ou deux à contrôler tout le monde, tu sais, puis à bouger les pièces, puis à distribuer les ressources, tout ça, juste pour s'imprégner du jeu, tu sais. Ouais, surtout quand c'est complexe, je pense que ça peut valoir la peine parce que tu visualises mieux qu'est-ce qui se passe en le touchant puis en interagissant avec les composantes là. Ça c'est mon avis là, je suis assez je suis assez visuel comme personne, fait que ça m'aide beaucoup souvent. Puis souvent ce que je fais c'est que je monte le jeu, je le prends en photo, puis je dis à Sam je suis prêt, ou je dis à Sam pourquoi t'es pas là? C'est sûr que depuis que t'es déménagé à Saint-Hyacinthe, je suis plus loin. Ouais, c'est plus compliqué. Mais tu sais qu'est-ce qu'ils disent, hein? Des fois, la distance, c'est bon pour la relation, des fois. Wow! Ouais. Fait que je pense que c'est un peu ça, le mot d'ordre, c'est d'être se familiariser avec les livres de règlement, peut-être jouer un peu avec les composantes de son bord avant de se préparer pour notre soirée de jeu, et se pratiquer. Tu sais, à force d'expliquer des jeux, à force de le faire, dans le fond, on finit par voir aussi qu'est-ce qui passe bien, qu'est-ce qui passe mieux, on raffine nos choix de mots. Ils disent en anglais « practice makes perfect ». Ouais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, c'est plus français, c'est mieux. Puis, je pense que de s'adapter à notre audience, c'est important aussi. Tu sais, il y a, quand je joue avec toi versus quand je joue avec d'autres gens, je vais peut-être pas expliquer les choses de la même façon, pas donner les mêmes exemples. Je sais que c'est pas tout le monde qui a les mêmes référents. De connaître les joueurs qui on joue, ça va aider énormément à ça, tu sais. C'est vrai. C'est vrai que quand tu joues avec des gens qui sont plus habitués, tu sais, tu peux utiliser un peu le slang des jeux de société, tu sais. Versus, c'est quelqu'un qui est moins habitué, là, faut que tu prennes des mots peut-être un peu plus précis, puis que tu sois un peu plus descriptif dans ce que tu veux dire, puis éviter des termes, c'est ça, plus slang, là, comme... Ouais, mais c'est ça, il y a des choses qu'on prend pour acquis, comme, tu sais, worker placement ou deck building. Tu sais, si toi puis moi on dit ça, je suis comme, ok, ouais, je sais qu'est-ce que c'est, puis j'ai déjà la moitié de la règle en tête, juste à entendre ce mot-là, tandis qu'il y en a d'autres qui vont être comme, quoi?
qu'est-ce que tu dis? Tu sais, c'est ça, ouais. Fait qu'il faut s'adapter à son public. Puis c'est ça, c'est sûr que de faire tout ça, ça prend du temps, c'est pas facile. Fait que j'en reviens à ce que je disais au début. Appréciez les gens dans vos groupes qui vous montrent les jeux si c'est pas vous. N'hésitez pas à leur dire merci 2 fois plutôt qu'une. Ouais, puis c'est ça. Soyez pas trop rough envers eux autres. Il y en a des fois qui vont. Des fois, ça peut être difficile de trouver les bons mots puis de bien expliquer. Fait qu'il faut être indulgent aussi. Ou si, mettons, ils ont oublié d'expliquer une règle, ou vous avez oublié une règle qu'ils ont expliqué plus souvent, je pense que c'est une situation qui arrive. Ouais, c'est en assez milieu de commun. partie, genre, ah, t'as jamais expliqué ça, cette règle-là, c'est de la merde, ton jeu, nanana. Soyez compréhensifs. C'est jamais facile d'expliquer un jeu, surtout quand que la personne a jamais joué non plus, tu sais. C'est pas facile. Ouais. Puis dans le même ordre d'idée que t'as dit, ça peut arriver, tu sais, que t'expliques un jeu, t'expliques vraiment toutes les règles, mais t'en oublies une, puis là on commence à jouer d'une certaine façon, puis là tout d'un coup tu t'allumes, puis tu fais comme ah non, cette règle-là, on l'a pas joué pantoute de la bonne façon. Des fois, ça peut être correct aussi juste de laisser ça aller puis de dire ben ok, on l'a pas Cette fait game-là, on la joue comme ça, puis la prochaine fois, on jouera 1000 fois, tu sais. c'est ça, c'est histoire d'être juste envers tout le monde puis Ouais, ou des fois, c'est facile de revenir en arrière puis de corriger le tir. Ça peut se faire aussi, là, mais dépendamment du jeu puis de la situation, c'est pas tout le temps possible. Fait que là, après, c'est comme soit on donne une chance égale à tout le monde de jouer avec la règle brisée, puis après ça, pour le reste de la partie, on le joue comme il faut, ou des fois, c'est peut-être mieux de juste laisser ça aller pour cette partie-là, puis tu sais, comme espérer que ça donne pas d'avantage injuste à personne, tu sais. Mais au final, tu sais, ça reste des jeux, là. c'est pour Faut le fun. s'amuser, puis si on joue pas exactement comme il faut, ben coudonc, tu sais, on le sait, puis on fera mieux la prochaine fois, tu sais. Exact. Tu sais, moi, ça a pris des années avant que je réalise que finalement la règle du jackpot dans Monopoly, c'était une règle maison. Ouais, Bon, je dans pense ce que t'es pas le cas-là, seul dans cette situation-là. c'est sûr que dans ce cas-là, ça a pas non plus rendu le jeu vraiment meilleur, mais Oh non. c'est ça. C'est pour ça que ça finit jamais le Monopoly. Hein. Quand tu redonnes tout le temps de l'argent aux gens, c'est plus long avant qu'ils fassent faillite, tu sais. Ouais. T'as-tu une conclusion à cette belle discussion? Ben, j'aurais envie de dire que on a pas mal déjà dit ce qu'il fallait dire, tu sais. Faut se pratiquer, faut être indulgent, faut aussi faire un certain effort si on veut bien montrer le jeu à quelqu'un. Puis je pense que c'est un investissement de temps qui vaut la peine. Parce que si vous êtes capable de bien montrer le jeu aux gens, puis de bien synthétiser l'information, ça fait qu'on peut se mettre à table plus rapidement, puis on va passer plus de temps à jouer. Ouais, on va être moins interrompu pendant la partie parce que il y a une règle qui était pas claire finalement, puis là faut retourner dans le livre de règles, tu sais, ça casse le rythme, c'est moins le fun. Fait que comme tu dis, de mettre l'effort avant, ça permet de mieux apprécier pendant. J'aurais pas pu mieux dire. Sur ça, je pense que ça fait le tour. On aimerait vous remercier, chers auditeurs, pour votre écoute. On aimerait aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème. Et vous, de votre côté, c'est quoi selon vous le plus grand défi lorsqu'on apprend à jouer à un jeu à des gens? Ouais, ben, c'est quoi vos plus grands défis, mais surtout, c'est quoi vos trucs pour relever ces défis-là? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un jeu à montrer aux autres? Vous pouvez nous dire ça sur Facebook, sur Instagram, sur notre Discord. On est toujours content de vous lire. Oui, pendant de vous lire, si vous voulez nous aider, vous pouvez aussi écrire des reviews du podcast sur votre application préférée. Donc, nous donner un petit 5 étoiles, dire Vince et Sam sont vraiment fantastiques, je suis #Team Sam, c'est lui qui a les meilleurs jeux tout le temps. On va être bien content de voir ces reviews-là. Ou sinon, vous pourriez dire la vérité et dire que vous êtes #Team Vince. Mais sérieusement, d'écrire des reviews, d'en parler aux autres, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour le podcast. Ça aide vraiment à ce qu'on se fasse découvrir par plus de monde. D'ailleurs, on a eu récemment une petite montée de nos auditeurs, donc bienvenue à tous nos nouveaux.
On espère que vous aimez ce que vous entendez et que vous allez rester avec nous pour longtemps. Donc sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. À la prochaine. Bye. Sam? C'est toi le host. Moi, j'attendais juste que t'en